Bonjour, alors aujourd'hui on va voir la leçon, alors c'est la leçon 102 à l'interne et la leçon 105 à l'externe. Euh, les dénominations sont un petit peu différentes, mais bon, ça se ressemble beaucoup. En tout cas pour la 105, c'est groupe de permutation d'un ensemble fini application, alors que pour la 102, je crois que c'est permutation d'un ensemble fini, groupe symétrique, application. Ça se ressemble beaucoup, même s'il y a une petite nuance. En tout cas, le mot est lâché, c'est surtout le mot groupe. Dans toute la leçon, on regardera SN comme un groupe, pas comme un ensemble d'éléments. Et regarder, selon ses privilèges de groupe, le groupe SN, c'est regarder quoi? C'est regarder comment il agit, sur quoi il agit, c'est regarder son ordre, ses générateurs, des systèmes de générateurs, observer ses classes de conjugaison, regarder les morphismes avec d'autres groupes, en particulier les caractères, les représentations, regarder enfin ses sous-groupes, comme par exemple ces sous-groupes distingués dans un premier temps, comme le centre, le groupe dérivé, des groupes, avoir une vision de ces sous-groupes distingués, et aussi de sous-groupes particuliers, caractéristiques, etc. Ensuite, que ce soit à la fin dans les applications ou au début dans les motivations, il est important de placer le groupe SN au milieu, d'abord de la théorie des groupes, quel est le rôle de SN dans la théorie des groupes, et quel est plus généralement le rôle des SN dans les mathématiques. Donc on va commencer un 6 minutes en parlant de tout ça. Et je reviendrai après le 6 minutes pour débriefer un peu le 6 minutes. Parce que le 6 minutes, quand même, c'est bien, mais son problème, c'est qu'il dure 6 minutes. Donc, soit X un ensemble de cardinal n, alors X est en bijection avec les éléments de 1 à n, les entiers de 1 à n. Ce qui fait qu'à chaque fois que j'ai une permutation de X, je peux la voir comme une permutation, ici j'ai une permutation sigma tilde, je peux la voir comme une permutation d'éléments de 1 à n. Donc, il se dégage un groupe qui va représenter finalement tous les groupes de permutation d'ensemble fini de cardinal n et qu'on va appeler Sn. Sn arrive avec une action naturelle sur les éléments de 1 à n. Voilà. En particulier, il est rentré dans l'histoire parce que il agissait sur l'ensemble des racines d'un polynôme, par exemple sur un polynôme de C de x. Effectivement, si on regarde bien, les racines n'arrivent pas avec un ordre prédéterminé. Eh bien, elles arrivent modulo permutation. Alors maintenant, une troisième motivation, c'est que si j'ai agi sur un ensemble fini, alors on a un morphisme de G dans le groupe des permutations S de x, qui est isomorphe à Sn, et si on regarde x égale G, avec G agissant sur lui-même par translation à gauche, et si G est fini, alors il va y avoir l'injection de quel est G dans Sn, où N, c'est le cardinal de G. Ce qui fait que Sn contient tous les groupes finis quand N parcourt quand N. Voilà. Alors maintenant, étude du groupe. D'abord, son cardinal, c'est son ordre, c'est factoriel N, c'est bien connu. Et ce qui est la première chose importante, c'est de comprendre l'élément cycle. Le cycle, c'est une bijection qui envoie I1 sur I2, etc., et IK à nouveau sur I1. Voilà. Et la première chose importante, c'est que toute permutation se décompose en produit de cycles à support disjoint et de façon unique, encore une fois, modulo permutation. Donc, on a des générateurs, on a un système de générateurs avec les cycles. Alors là, c'est intéressant parce que, d'une part, lui, un cycle, il se décompose en transpositions, ce qui va faire que les transpositions vont constituer un système de générateurs, mais en plus de ça, toutes les transpositions sont conjuguées entre elles d'après la formule de conjugaison. On a aussi comme système de générateur les transpositions I de type I plus 1, quand I va de 1 à N-1.
Maintenant, les classes de conjugaison. On a la formule de conjugaison qui est ici, qui est essentielle pour comprendre les classes de conjugaison. Voilà. Et ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que toute permutation se décomposait en produit de cycle à support disjoint, avec certaines longueurs. D'accord? Donc ça, c'est la longueur des cycles. Là, ce cycle est de longueur K. Et on va avoir que deux permutations sont conjuguées si et seulement si les longueurs qu'on obtient des cycles à support disjoint de la décomposition sont les mêmes. Donc, on associe à une permutation l'ensemble des longueurs des cycles, même, on prend même les cycles de longueur 1, ce qui va constituer eh bien, une partition de n. Donc en gros, les classes de conjugaison sont paramétrées par les partitions de n. Donc en particulier, à une partition, on peut associer une classe de conjugaison et on a une formule qui nous en donne le cardinal, qui ressemble bien à une formule des classes, avec ici le cardinal du groupe, et là ici le cardinal du stabilisateur de sigma, un élément de la classe, qui est ici. Voilà. C'est utile, entre parenthèses, quand on veut calculer les automorphismes de Sn, de calculer ça, voire le perrin. Les caractères maintenant. Alors, on a les morphismes de Sn dans 1, moins 1. Et ces morphismes-là, eh bien, il y en a un qui est le morphisme trivial, mais il y en a un autre qui est non trivial, donc surjectif, et il est donné par la signature, qui est donnée ici. Les sous-groupes. Alors, le centre, il est trivial, sauf les deux. Le groupe dérivé, eh bien, c'est AN, qui est exactement le sous-groupe qui est distingué, qui est le noyau de epsilon, la signature, et qui est d'indice 2. D'ailleurs, c'est l'unique sous-groupe d'indice 2 de Sn. Ça, c'est important. On sait que si on a un sous-groupe d'indice n de Sn, alors il est isomorphe à Sn-1. Ce qui ne veut pas dire que c'est le stabilisateur d'un élément, forcément. Pour n égale 6, on a une exception. Enfin, tous les sous-groupes distingués de Sn, pour n différent de 4, eh bien, c'est l'identité AN et Sn. C'est tout. Pour n égale 4, alors il y a le groupe de Klein qui vient se rajouter. Maintenant, les applications. Eh bien, les applications, c'est le théorème de Cayley, qu'on a vu ici. Les polynômes symétriques qui sont liés aux racines, c'est-à-dire que, d'une part, le groupe symétrique Sn va agir sur l'ensemble des racines d'un polynôme sur un corps algébriquement clos de degré n. Donc, il agit sur les racines. Mais réciproquement, c'est important, c'est quand on a un polynôme qui, lui, est stable par le groupe de symétrie, ce qu'on appelle un polynôme symétrique, alors, inversement, il va pouvoir s'écrire, on va pouvoir retrouver le polynôme de départ, il va pouvoir s'écrire en fonction des coefficients du polynôme. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Vous avez comme application le déterminant. Dans la formule du déterminant, il y a les permutations. Sans signature, pas de déterminant. Groupe du tétraèdre, bon voilà, par exemple des applications, c'est-à-dire que là, on regarde les actions sur un ensemble fini. Et là, le groupe du tétraèdre, le groupe des isométries du tétraèdre, ça va agir sur les sommets du tétraèdre pour des raisons purement de géométrie affine. On a aussi, pareil, pour les groupes du cube, de l'icosaèdre. On va toujours pouvoir, dès qu'on a une action sur un ensemble fini, ici c'est les sommets du tétraèdre, on va toujours pouvoir comparer, et des fois, quand on connaît bien les sous-groupes, eh bien on va avoir une bonne idée de ce qu'est le groupe d'isomorphisme. Enfin, la combinatoire. Alors la combinatoire, eh bien oui, il y a un champ énorme sur la combinatoire, puisque Sn agit sur un n, et là il y a ce qu'on appelle le plétisme, c'est-à-dire on va avoir une pléthore, à partir d'une action, on a une pléthore d'actions, c'est-à-dire par exemple sur les couples de 1 à n, sur les paires de 1 à n, sur les quintuplés de 1 à n, etc. Vous allez avoir un certain nombre d'actions, et finalement, la combinatoire, une partie de la combinatoire, revient à calculer le cardinal d'orbite de ces actions, et ça, la formule des classes nous l'apporte sur un plateau. Voilà, je terminerai sur, bien sûr, les représentations du groupe Sn. Donc il y a, évidemment, la première représentation importante, c'est la signature, qui
qu'on peut voir de Sn dans C étoile, une représentation de degré 1, mais il y a une représentation intéressante par permutation, qui est de degré n, c'est-à-dire qu'on peut voir le groupe Sn comme des matrices de permutation, P sigma, et on a le lemme de Brouwer qui dit que sigma est conjugué à tau si et seulement si P sigma est semblable à P tau. Enfin, on peut voir toute la table des caractères de S4 à l'aide d'un tétraèdre ou à l'aide d'un cube, voilà, comme c'est fait dans Nouvelles histoires hédonistes. Voilà ce que j'avais à dire. Maintenant, on va débriefer un petit peu. Dans un plan comme celui-ci, il est important de savoir quelles sont les relations, comment les choses s'enchaînent. C'est ce qu'on va regarder un petit peu. Bon, le fait que l'ordre de Sn c'est factoriel n, ça c'est clairement très très simple. C'est la combinatoire élémentaire. Il est important de savoir, ici, c'est une écriture du cycle. Ce cycle, c'est ça, mais c'est son écriture. Est-ce que l'écriture est unique? Ben non, pas tout à fait. Il n'y a pas unicité de l'écriture du cycle, il y a qu'à possibilité d'écriture du cycle. Ensuite, l'unicité de la décomposition en cycle à support disjoint, évidemment, c'est à permutation près. Donc ça va être important, vous allez avoir deux permutations qui sont égales et que vous décomposez en cycle à support disjoint. Le fait que les transpositions soient conjuguées, ça provient justement de la formule, ici, de conjugaison. Cette formule de conjugaison, elle va être basique dans toute la leçon. Quand on conjugue ici un cycle de longueur k, on a encore un cycle de longueur k. Pour démontrer cette formule de conjugaison, il faut bien sûr montrer que cette permutation-là, elle envoie sigma de IL vers sigma de IL plus 1, ça c'est facile, mais il faut aussi montrer que les autres éléments, ceux qui ne font pas partie ici de cette famille-là, sont fixés. D'accord ? Quand vous voulez montrer qu'une permutation c'est un cycle, il faut d'une part montrer qu'il envoie bien ce qu'il faut là où il faut, mais aussi qu'il a les mêmes invariants que ce cycle. Voilà. Maintenant, on remarque que ici on a la même longueur, et ça va devenir important. Si tau se décompose en cycle, ici à support disjoint, sigma tau sigma moins 1, comme on passe tau par un automorphisme qui est appelé automorphisme intérieur, eh bien ce sera exactement le produit des automorphismes sera égal à l'automorphisme du produit. Donc ici on aura ça indécis. Voilà. Et ça va être important parce qu'on va appliquer la formule de conjugaison et on va encore avoir des cycles et on montre qu'ils sont aussi à support disjoint, ce qui va faire qu'on a conservé les longueurs des cycles et on peut montrer la réciproque. C'est-à-dire que si on a les mêmes longueurs de cycles là-dedans, alors on a un sigma qui conjugue les deux permutations. Alors ça, c'est quand même important. On sait que les partitions de n paramétrisent les classes de conjugaison. Par exemple, pour n égale 4, quelles sont les partitions? Ça va être 4, 3 plus 1, 2 plus 1 plus 1, 2 plus 2, 1 plus 1 plus 1 plus 1. Voilà les partitions de 4. Et ça va correspondre aux 4 cycles, aux 3 cycles, aux transpositions, aux doubles transpositions, et puis la dernière, évidemment, c'est l'élément. Voilà. Alors, quand on veut calculer le cardinal de C sigma, eh bien, on applique la formule des classes, on fait agir Sn sur C sigma, puisque c'est une classe de conjugaison, il agit par conjugaison, de façon transitive. Et donc, il suffit, donc ici, on a le cardinal du groupe, et ici, il suffit d'avoir le cardinal du stabilisateur de sigma. Sigma, c'est un élément qui a ceci pour longueur de cycle, et on va supposer que Aj de sigma, c'est le nombre de cycles de longueur J dans la décomposition de sigma en cycle à support, en produit de cycle à support disjoint. Donc ça va être Aj de sigma. Eh bien, justement, avec ce qui précède, ce que je disais sur l'unicité ici et l'unicité là, l'unicité de l'écriture là et l'unicité de la décomposition, on arrive à comprendre, à résoudre en quelque sorte l'équation Z, si on prend le stabilisateur, l'équation du stabilisateur de sigma, c'est Z sigma Z-1
égale sigma. Et on arrive à résoudre cette équation en z, où sigma est fixé, et cette équation, on en trouve toutes les solutions, et on peut les dénombrer en fonction de ce fameux AJ de sigma, nombre de cycles de longueur J dans sigma. Ceci, vous pouvez le trouver dans le Perrin, par exemple, et vous pouvez aussi le trouver dans le chapitre 13 de Histoire hédoniste, Nouvelles histoires hédonistes. Chapitre 13, donc tome 2. Les caractères, ça c'est important. Alors, l'existence, déjà, le fait que epsilon soit un morphisme de Sn dans ces étoiles, eh bien, ça, faut faire attention à cette écriture. Faut lui préférer, au lieu de I strictement inférieur à J, faut lui préférer les paires IJ. Comme ça, il n'y a pas d'ordre. Parce qu'en fait, sigma ne préserve pas l'ordre. Donc, quand vous allez vouloir montrer que c'est un morphisme, vous allez avoir un problème. Alors qu'avec les paires, sigma transforme une paire en une paire. Et en fait, c'est ça le secret de la démonstration. Maintenant, pour l'unicité, le fait que epsilon, c'est le seul morphisme surjectif de Sn dans 1-1, eh bien, l'unicité se fait avec les générateurs qui sont tous conjugués. À voir cette preuve. Maintenant, les sous-groupes, le centre, ça va être pour n égale 1, pour n égale 2, il va y avoir un centre non trivial parce que c'est commutatif. Mais pour les autres, le centre, ça se fait encore une fois avec cette formule, mêlée de cette formule-là. D'accord ? Donc vous trouvez le centre et vous montrez que le centre est trivial. Le groupe dérivé, il est intéressant, c'est-à-dire, et souvent utile, on le verra dans les exercices, quand vous prenez ce qu'on appelle le sous-groupe dérivé, c'est le groupe engendré par les commutateurs, c'est-à-dire les éléments de la forme sigma, tau, sigma-1, tau-1, voilà, et il se trouve qu'on obtient un sous-groupe comme ça qui est distingué. Maintenant, ce sous-groupe pour Sn, eh bien, il se trouve que c'est exactement An. Et An, c'est le noyau de epsilon. C'est le seul sous-groupe d'indice 2. Pourquoi ? Parce que epsilon est la seule surjection dans 1-1, dans le groupe à deux éléments, de Sn vers le groupe à deux éléments. Voilà. Maintenant, les seuls sous-groupes d'indice n sont isomorphes à Sn-1. Ça se fait avec une action à gauche de Sn sur les classes Sn quotientées par G. C'est assez classique. Maintenant, pour n différent de 4, les seuls sous-groupes distingués, ça va être E, An et Sn. Et pour n égale 4, ça va être E, An, Sn, mais il vient s'ajouter le groupe à 4 éléments, le groupe de Klein, qui est isomorphe à Z sur 2Z, croix Z sur 2Z, et qui est constitué des 3 doubles transpositions de S4 et de l'identité. Alors, le fait que An est simple est fondamental dans l'étude des racines. Donc, dans la théorie de Galois, évidemment, il faut en avoir conscience. En fait, résoudre par radicaux a son pendant chez les groupes, qui est dériver, finalement, les groupes. Et quand on dérive successivement, donc quand on veut résoudre par radicaux, ça veut dire qu'on dérive successivement le groupe. Ça veut dire, en quelque sorte, il faut le voir comme un effeuillement. Donc on effeuille le groupe, on le déshabille, en quelque sorte. Et il y a des groupes qui sont résolubles, et ça va correspondre à résolubles par radicaux, c'est-à-dire on les déshabille complètement jusqu'à ce qu'ils deviennent transparents, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, et d'autres qu'on dérive, et on obtient vraiment un squelette, là, quelque chose qui est irréductible. Donc par exemple, S, je vais prendre S3, je vais le dériver, ça va faire A3. Mais A3, c'est Z sur 3Z, il est commutatif, donc quand je vais le dériver, je vais avoir E. S4, je vais le dériver, je vais obtenir A4. Je vais dériver A4, je vais obtenir V4. Je vais dériver V4, V4 est commutatif, c'est Z sur 2Z, croix Z sur 2Z, donc là je vais obtenir E. Donc E, il se retrouve tout de suite tout nu, quoi. En revanche, S5,
S5, à partir de S5, ben, on dérive S5, on a A5, et A5, ben, comme il est simple, quand on va le dériver, ben, ça va donner un sous-groupe distingué, c'est soit A5, soit E, mais comme A5 n'est pas abélien, ben, ce n'est pas E, donc c'est A5. Donc lui, on arrive sur quelque chose d'irréductible, et on peut le dériver autant de fois qu'on veut, on tombera toujours sur A5, ce qui fait que une équation qui a pour groupe de Galois S5 ou A5 n'est pas résoluble par radicaux. C'est historique, même si on ne sait pas comment le démontrer, c'est important de l'avoir en tête, surtout dans cette leçon. Enfin, le lemme de Brouwer, je l'aime bien, il peut faire un joli développement. Vous pouvez trouver dans la dernière version, dans le tome 2 de Carnet de voyage en algébrie, même deux approches, selon si on est en caractéristique 0 ou en caractéristique quelconque, et il va utiliser le lien entre une permutation, le nombre de ces invariants, et la trace de la matrice de permutation associée à cette permutation. Voilà. Et pareil, on fait pareil pour toutes les puissances de cette première permutation, et on va pouvoir retrouver, grâce à ça, la classe de conjugaison, ici, la classe de conjugaison de notre permutation, grâce aux traces des puissances de la matrice de permutation, de notre permutation au départ. C'est un truc assez intéressant, on en reparlera. Voilà, donc c'est un petit peu le plan tel que je l'imagine. Hein. À vous à structurer tout ça, mais en gros, c'est déjà préstructuré. Hein. Avec là ici, le grand 1, le grand 2, le grand 3, ici à peu près. Hein. Voilà, on va passer à des petits exercices, des questions de jury classiques. Alors on est parti pour quelques exercices sur la leçon 105 ou 102 pour l'interne, groupe de permutation. Bien, ensemble fini. Nombre minimal de générateurs de SN. C'est une question assez classique et bon, c'est pas quelque chose qui demande une grande inventivité, il faut le savoir. Vous avez ce système 1, 2 jusqu'à n, donc ça c'est le n cycle dans Sn, donc un n cycle complet, et 1, 2 qui va constituer un système de générateurs. Pourquoi ? En gros, parce que si vous prenez, lui je l'appelle sigma et lui je l'appelle tau, bah, sigma tau sigma moins 1, d'après la formule de conjugaison, bah, ça va être encore une transposition, et c'est la transposition qui correspond au déplacement de 1, 2 vers 2, 3. Voilà, et quand on va continuer, on va avoir, donc comme ça, dans le sous-groupe engendré par ces deux éléments, on va avoir 3, 4, 4, 5, tous les i plus 1, et les i plus 1, dans le plan, on a pu mettre que c'était un système de générateur, donc on obtient avec ça un système de générateur. Pourquoi est-il minimal ? D'abord, pour n égale 2, il est pas... Bon, pour n égale 2, il n'y a qu'un seul élément, finalement. D'accord ? Voilà. Et pour n quelconque, il est minimal parce que s'il n'y avait qu'un seul générateur, ce serait un groupe cyclique, donc abélien. Or, on sait que Sn, pour n strictement supérieur à 2, n'est pas abélien. Voilà. Donc, c'est un classique, en fait. Hein. C'est pas... Sn est-il isomorphe à n croix z sur 2n ? Alors, si on regarde l'ordre, là, on a factoriel n, là, on a factoriel n sur 2 fois 2, donc c'est encore factoriel n, donc ça pourrait le faire. Bon, alors, je rappelle, qu'est-ce que c'est que ce groupe-là ? C'est le produit direct des deux groupes. Au niveau ensemble, ensemblistement, c'est l'ensemble des couples, et au niveau de la loi de groupe, on multiplie terme à terme, en quelque sorte. Hein. Et en fait, on se rend compte que si on prend la partie ici, E, ça E c'est l'élément note de AN, croix Z sur 2Z, eh bien ça va être un élément central, ça va être dans le centre de ça. Et donc, par isomorphisme, on aurait un élément non trivial dans le centre. Or,
Sn et pour centre, un centre trivial pour n strictement supérieur à 2. Donc pour n égale 2, oui, parce que A2, c'est l'élément neutre, et S2, c'est Z sur 2Z. Mais pour n strictement supérieur à 2, non. Il n'est pas isomorphe à cause de cet élément central. Et vous vérifiez facilement avec la loi de groupe que ça, c'est bien dans le une question simple encore. Le commutant de ce n cycle dans Sn. Alors, comment on va faire? Il faut, comme je le disais dans le plan, on va prendre Z, oui, puisqu'il commute 1, 2 jusqu'à n, Z-1 est égal à 1, 2 jusqu'à n. Voilà, c'est ça qu'il faut résoudre. Donc là, on applique tout bêtement la formule, c'est Z de 1, Z de n égale 1, 2 jusqu'à n. Mais attention, c'est ce que je disais précédemment, l'écriture ici n'est pas unique. L'écriture d'un cycle n'est pas unique. Elle est unique modulo permutation cyclique. C'est-à-dire que Z de 1 n'est pas forcément égal à 1. En revanche, si on fixe Z de 1 égale K, ici, K compris entre 1 et n, alors Z de 2 égale K plus 1, etc. Et Z de L est égal à K plus L-1 modulo N, évidemment. Ce qui fait qu'on a une bonne idée de ce que vaut Z. Z, c'est le cycle 1, 2 jusqu'à N, puissance K-1. On vérifie que c'est exactement ça. Bon, maintenant, si on veut le commutant de 1 de K, eh bien, ça va être pareil, sauf que Z ici va pas être entièrement déterminé, alors que là, on avait toutes les images de Z, donc Z était entièrement déterminé. Là, on aura juste les images de Z de 1 à K, et ensuite ce sera quartier libre. Donc ça voudrait dire que, pour la question quel est le commutant du K-cycle, alors Z va s'écrire de la forme 1, 2 jusqu'à K puissance, je ne vais pas réutiliser K, alors je vais utiliser, je ne sais pas moi, R, d'accord? Voilà, moins 1, bon, de toute façon je peux l'appeler R, ça va être une puissance de ce K-cycle, mais ensuite vous allez avoir un taux, d'accord, qui va permuter les n-k autres. Donc on va avoir une permutation, donc taux de I fixe I pour I de 1 à K. D'accord? Donc ça ne bougera pas. Comme ça, ces deux-là, ils vont commuter. Et taux va permuter les n-k autres. Ce qui va faire que, en tant que groupe, le centralisateur, ici, ce sera ici Z sur KZ, puisqu'on a un groupe ici qui est d'ordre K, et croix, S, n-k. On permute les deux autres. Bon, on vérifie que l'application qui, ici, a R et taux envoie 1K puissance R fois taux, eh bien, un isomorphisme de ce groupe-là, de ce produit direct, vers le centralisateur du K-cycle. Voilà. Bon. Le plus important est de comprendre surtout ça, et puis ensuite de s'entraîner un petit peu là-dessus quand ça devient un petit peu compliqué et qu'il faut dire les choses en termes de produits directs. Alors maintenant, sous-groupe d'ordre P de SP, pour P premier. Alors là, c'est important de voir que le cardinal de SP, c'est factoriel P. Et P, bien sûr, divise. Donc il va y avoir des sous-groupes d'ordre P. On peut parler du lemme de Cauchy qui assure que ça existe. Maintenant, si c'est un sous-groupe d'ordre P, on sait qu'un sous-groupe d'ordre P, par Lagrange, il est isomorphe à Z sur PZ.
Donc il possède un générateur. Un générateur qui va être d'ordre P, forcément. Alors, si on a un générateur d'ordre P, ça veut dire qu'on a un élément d'ordre P. Alors, je vous rappelle, et c'est important aussi dans la leçon, que quand on a des cycles C1 jusqu'à CK, on a une décomposition en cycles à support disjoint. Alors, l'ordre, quand on regarde l'ordre de ça, c'est le PPCM des ordres des CI, c'est-à-dire des longueurs des CI. Voilà. Mais comme là, l'ordre du générateur ici, c'est P, bah, le PPCM ne peut être qu'un cycle de longueur P, parce que P est premier, et donc on ne pourrait pas avoir dans le PPCM des cycles de longueur plus petite. Donc ça veut dire que le générateur, ici, d'un sous-groupe d'ordre P, c'est forcément un cycle de longueur P. Donc ici, vous allez avoir I1 jusqu'à IP, donc on a tous les éléments ici, engendre le sous-groupe. Alors maintenant, on peut se demander combien il y en a. Là, on en a fait une description, mais on peut se demander combien il y en a. Alors, combien il y en a? Eh bien, il va y avoir là-dedans un élément neutre et P-1 élément d'ordre P. C'est bien connu, d'accord? Ça provient directement de Lagrange, qui dit que l'ordre d'un élément, là-dedans, c'est soit 1, soit P, parce que P est premier. Voilà. Donc, ici, ces éléments sont regroupés en P-1 générateur, là. Alors, combien il y a d'éléments ici? Ici, combien il y a de cycles? D'abord, combien il y a d'écritures de cycles? Des écritures de cycles, on a I1 jusqu'à IP, donc ça, c'est juste factoriel P. Ça, c'est le nombre de façons que je peux écrire un cycle. Mais maintenant, ça correspond exactement, attention, hein, ça c'est important dans la leçon, les écritures de cycles et les cycles, c'est pas en bijection. Chaque cycle correspond à, ici, P écriture de cycle. Donc il faut diviser par P pour avoir vraiment les cycles. Et il faut diviser par P-1 pour avoir le nombre de sous-groupes. Donc, ici, ça nous fait factoriel P-2. On a factoriel P-2 sous-groupe d'ordre P dans SP. Entre parenthèses, étant donné que l'ordre de SP, c'est factoriel P, eh bien, tous les produits à partir de P-1, ils ne sont pas divisibles par P, donc ça veut dire que les P-silos de SP sont exactement d'ordre P, et là on vient de calculer le nombre de P-silos. Donc si on regarde, pour ceux qui connaissent le théorème de Silo, on devrait avoir que ceci est congru à 1 modulo P. Et oui, c'est vrai par le théorème de Wilson. Le théorème de Wilson dit que factoriel P-1 est congru à -1 modulo P. Mais si on divise par P-1, en quelque sorte, qui est inversible dans Z sur PZ, eh bien, et que P-1 c'est -1, ça vous fait que factoriel P-2 c'est congru à 1 modulo P. Donc on retrouve avec bonheur Wilson. Wilson! Alors, là, vous voyez, on est en train de monter en difficulté. Alors, vous ne serez pas surpris de voir cet exercice-là. Là, bon, celui-là demande vraiment à être guidé. Hein. A6 possède-t-il un sous-groupe d'ordre 72? D'accord? Donc, si le jury vous pose cette question-là, il y a une variante, c'est A5 possède-t-il un sous-groupe d'ordre 15? Plus commune. Bon, je me suis amusé à faire cette variante-là. Donc, ne pas s'évanouir, évidemment, c'est la base. A6 possède-t-il un sous-groupe d'ordre 72? Il faut avoir un bon réflexe, et le bon réflexe, c'est d'abord de dire, est-ce que 72 divise l'ordre de A6? L'ordre de A6, c'est factoriel 6 sur 2, et on trouve 360. Et pas de chance,
on aimerait bien balayer ça d'un revers de manche, mais non. Ça, 5 fois 72, ça fait bien 360. Donc, ça divise, et Lagrange n'est pas un argument réfutant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, regardez, vous prenez A6. Comme on a un sous-groupe d'ordre 72, qu'est-ce que vous voulez faire avec un sous-groupe? Vous regardez les classes, modulo le sous-groupe, et vous avez une action sur les classes A6 quotientées par ce sous-groupe H, je vais l'appeler H. Voilà. D'accord? Alors, vous savez ça, ça veut dire que A6 qui agit là-dessus, donc ça c'était déjà dans la leçon 101 que j'ai fait précédemment, il y a une action transitive par multiplication à gauche sur les classes. Mais ça, c'est de cardinal, 360 sur 72, c'est-à-dire 5. Ce qui veut dire que A6 s'envoie dans S5. Alors, on a A6 qui possède 360 éléments, qui s'envoie dans S5 qui en possède 120. Donc, forcément, il va y avoir un noyau. Maintenant, s'il y a un noyau, donc c'est pas l'identité, ça veut dire que c'est tout, parce que A6 est simple. Donc, ça veut dire que c'est trivial. Mais si l'action est triviale, ça veut dire qu'elle fixe tout, donc elle ne peut pas être transitive. Donc, c'est un problème. Et A6 ne possède pas un sous-groupe d'ordre 72. Voilà, on va continuer avec d'autres petites questions et exercices de type jury sur cette leçon. Alors, on va regarder maintenant des exercices sur les morphismes. Ça demande peut-être un petit peu plus de technique, et en particulier, il va y avoir le morphisme signature pour les deux derniers. Alors, le premier, existe-t-il un morphisme surjectif du groupe Sn vers Sn-1? Alors, s'il est surjectif, on connaît son image, donc ça veut dire, le réflexe, c'est de regarder le noyau. D'accord? Donc, si on l'appelle phi, ker de phi, on sait que c'est un sous-groupe distingué de Sn, d'ordre, et forcément, factoriel n sur factoriel n-1, donc d'ordre n. Je pense que ça, c'est le premier réflexe à avoir, un réflexe sain, face à ce genre de questions. Bien. Maintenant, est-ce qu'on a des sous-groupes distingués dans Sn d'ordre n? Alors, pour n, pour n égale, on va regarder, pour n égale 2, qu'est-ce qui va se passer? S2, dans S1, oui, ok. Pour n égale 3, alors on va regarder S3 dans S2. Oui, parce que, en fait, S3 possède A3 comme sous-groupe distingué d'indice 2. Donc, finalement, ça veut dire que quand on quotiente, on a un groupe d'ordre 2. Et le seul groupe d'ordre 2, il est isomorphe à S2. Donc là, ok. Bon, maintenant, n égale 4, je sors la carte Joker. Voilà. N égale, oui, parce qu'il y a le fier groupe E, et puis il va falloir le groupe de Klein, ici, qui est d'ordre 4, qui est distingué. Voilà. Bon. Mais maintenant, pour n strictement supérieur à 4, non, parce que on sait que les seuls sous-groupes distingués de Sn, c'est An, qui est certainement pas d'ordre n, parce qu'il est d'indice 2, et puis E et Sn, donc il n'y en a aucun qui est d'ordre n, donc là c'est non. Alors juste, pour parler de n égale 4, alors là ça va être oui, parce que S4, quotienté par le groupe de Klein, donc je vous rappelle que c'est un groupe isomorphe à Z sur 2Z, croix Z sur 2Z, il est composé des 3 doubles transpositions de S4 et de l'identité, eh bien ça va être un groupe finalement d'ordre 6. Alors maintenant, des groupes d'ordre 6, à partir du moment où il est
non commutatif, bah, c'est effectivement S3. Hein, c'est forcément isomorphe à S3. Donc il suffit de montrer qu'il est non commutatif. Donc ça veut dire qu'il suffit de montrer qu'il y a un commutateur, c'est-à-dire qu'il y a un élément de la forme GH, G-1, H-1 dans S4 qui n'est pas dans V4. Et voilà. Alors ça, peut-être on peut laisser le cas n égale 4 à part. Je le trouve très très joli, ce cas n égale 4, quand on le regarde dans la géométrie. Par exemple, la géométrie du tétraèdre. C'est-à-dire que S4, c'est le groupe des isométries du tétraèdre régulier. Et forcément, il agit sur les 3 bimédianes du tétraèdre. Une bimédiane, c'est quand on prend le milieu d'une arête et on trace la droite qui rejoint le milieu de cette arête avec le milieu de l'arête opposée du tétraèdre qui est comme ça. Vous voyez ? Et là, vous en avez 3, parce qu'il y a 6 arêtes, donc il va y avoir 3 bimédianes. Et en fait, il va y avoir une action transitive de S4 sur ces 3 bimédianes. Parce que, forcément, comme on a un groupe d'isométrie, il va transformer une bimédiane en une autre bimédiane, et c'est pas difficile de voir que l'action est transitive. Et donc, on tire de ça un morphisme de S4 dans S3, puisqu'il y a justement 3 bimédianes, et c'est pas trop dur de voir qu'il est transitif. Bon, je conseille de voir le chapitre 13 de Nouvelles histoires hédonistes pour avoir plus de précision sur ce cas n égale 4 sur lequel j'ai joué mon joker. Ok, on continue. Existe-t-il une injection de S3 dans A4? Alors, une injection... Alors, effectivement, on pourrait imaginer que S3, ici, qui est d'ordre 6, s'injecte dans un groupe d'ordre 12. Donc Lagrange, encore une fois, n'est pas une obstruction, malheureusement. Regardez, c'est assez amusant. Bon, je trouve que c'est peut-être une astuce. Regardez ce qui se passerait si je dérive. D'accord ? Effectivement, le groupe dérivé, c'est le sous-groupe dérivé, c'est un sous-groupe qui est engendré par les commutateurs, donc les éléments de la forme G, H, G-1, H-1. Et si iota est une injection d'un groupe vers un autre, iota, si c'est un morphisme, il envoie un commutateur sur un commutateur, donc il envoie le groupe dérivé sur le groupe dérivé ici, tout en restant injectif, évidemment, puisque c'est toujours iota. Donc on aurait iota de S3 qui serait un sous-groupe de iota de A4. Mais iota de S3, c'est A3, ça je vous ai dit, ça peut se mettre dans la leçon, ce serait un sous-groupe de iota de A4. Mais A4, c'est V4, c'est le groupe de Klein. D'accord ? Donc ici, on est passé à 3 éléments, et là, on est à 4 éléments. Et là, ça, c'est pas possible à cause de Lagrange. Vous voyez ? Là, ça y est, enfin, Lagrange est une obstruction. Je trouve joli, ceci. Et maintenant, on attaque 2 exercices sur donc un classique et un plus difficile sur la signature. Alors la signature, quand même, je veux en faire de la pub parce que c'est un objet qui est ridicule, tellement ridicule qu'on l'a appelé epsilon, c'est le petit poussé, si vous voulez. Mais c'est en même temps le héros d'une belle histoire, hein, parce que epsilon, s'il n'y avait pas de signature, l'existence de la signature fait qu'il y a une cohérence à échanger, si vous voulez, une famille de n vecteurs, comme ça, à échanger 2 vecteurs dans une famille en multipliant par -1. Donc quand on va essayer d'obtenir VI1, VIK, VIN, ici, qu'on va les redresser pour obtenir un epsilon de l'application qui a n donne I, un K donne IK, fois VI1, V1, jusqu'à Vn. Voilà. On redresse. Et à chaque fois qu'on fait une petite permutation, comme ça, qu'on échange deux vecteurs,
eh bien, on multiplie par moins 1. Et on a quelque chose de bien défini. Ça, c'est important. Et ce qui fait que s'il n'y avait pas cette cohérence assurée par epsilon, cette indépendance du choix de la façon de permuter pour redresser ici nos vecteurs, les réaligner sur 1 jusqu'à n, s'il n'y avait pas cette cohérence-là, eh bien, il n'y aurait pas de déterminant. Et est-ce que vous imaginez un monde sans déterminant? C'est inimaginable. Donc, epsilon est à la base, et d'ailleurs on le retrouve dans la formule du déterminant, il est à la base de ça. Donc, il a complètement changé l'histoire du 19e siècle, ce epsilon, et il l'a changé de deux façons, c'est-à-dire avec le déterminant, et aussi parce que son noyau, c'est un groupe AN qui est simple pour n supérieur à 5, ce qui a prouvé l'impossibilité de la résolubilité par radicaux. Donc, je pense qu'il est tout petit rikiki, mais bon, faut mouse costaud, hein, voilà. Donc, bon, tout ça pour dire, pour faire de la pub pour Epsilon. Hein. Quels sont les morphismes de Sn dans C étoile? Bon, on a vu dans la leçon que les morphismes de Sn dans le groupe 1-1, c'était le morphisme trivial et epsilon. Donc, il y a déjà ces deux-là. On va montrer qu'il n'y a que ceux-là. Alors, on va regarder phi de t. Pour t, une transposition. On appelle phi un morphisme de Sn dans C étoile, et on regarde phi de t. Bon, bah, étant donné que phi de t2, c'est phi de l'identité, de l'élément neutre, donc c'est 1, forcément. C étoile, c'est l'élément neutre de C étoile. Ça veut dire que phi de t2 est égal à 1, et donc ça veut dire que phi de t égale plus ou moins 1. Si, pour toute transposition, phi de t est égal à 1, alors on a phi de t qui est égal à 1 pour un système de générateurs, donc phi est trivial. Donc on l'a. Voilà. Maintenant, si phi de t égale moins 1 pour un t, alors t, ce que j'appelle t depuis le début, c'est une transposition. Hein, j'espère que je l'ai dit. T est une transposition. Eh bien, si pour une transposition, on a phi de t égale moins 1, alors comme les transpositions sont toutes conjuguées entre elles, eh bien, si on va faire phi de t', ben, ça veut dire que c'est phi de sigma t sigma moins 1. Et comme on va dans un groupe abélien, ben, c'est forcément phi de t. Donc c'est moins 1. Alors maintenant, comme t, donc ça veut dire que si une seule transposition va vers moins 1, alors toutes les transpositions vont vers moins 1. Et dans ce cas-là, eh bien, on reconnaît que phi, quand on décompose une permutation en transposition, on reconnaît que phi, c'est la signature. Donc dans les deux cas, on a vu que tout morphisme dans C étoile, hein, c'était soit le morphisme trivial, soit la signature. Bien. Et là maintenant, on attaque celui-ci, un petit peu plus difficile, qu'on appelle aussi, on le retrouve sous le nom de lemme de Zolotarev, qu'on peut trouver dans le carnet de voyage en algébrie. Ici, vous avez A dans Z sur PZ étoile, le groupe, et on regarde la multiplication par A, d'accord, qui a X donne AX. Donc, effectivement, comme A est inversible, ben, on peut inverser A, et la multiplication est inversible. C'est-à-dire que on peut retrouver X à partir de AX, en divisant par A. Donc, ça veut dire que mu A est une permutation d'un ensemble à P-1 éléments. Et on demande quelle est la signature de mu A. Voilà. Alors ça, c'est un exercice plus difficile, classique parce que ça s'appelle lemme de Zolotarev, mais un peu difficile. Ici, on a un morphisme qui va de Z sur PZ étoile, c'est comme bon, voilà, une action, hein. On a une action de Z sur PZ étoile sur lui-même par multiplication, à gauche, et là, vous voyez, vous avez un espèce de morphisme de Cayley, hein,
que vous pouvez retrouver dans la leçon 101, hein, morphisme de Cayley, du groupe qui agit à gauche sur lui-même et qui donne ce morphisme-là. Voilà. Donc on va s'intéresser à ce morphisme qui a A donne mu A, parce que je vais regarder maintenant, je vais le prolonger par la signature, et finalement, la question peut se dire comme ceci, quel est ce morphisme? Ben ouais, mais c'est un morphisme de là vers là. Donc, soit il est trivial, dans ce cas-là, la signature de mu A, bah, c'est simplement la signature 1, soit il est non trivial. Bien. Alors, regardons d'abord les carrés. Si on a un élément de la forme B2, bah, forcément, il va aller vers un carré ici, puisque ça c'est un morphisme. Hein, on a composé de morphismes, on a un morphisme, donc ça va vers 1. Donc les carrés, ça va vers 1. Des carrés, dans Z sur PZ étoile, il y en a combien? Eh bien, d'après le symbole de Legendre, ceux qui connaissent le symbole de Legendre, ils savent que des carrés, il y en a P-1 sur 2. Ah, j'ai oublié de dire que P était impair. Bon, si P est pair, de toute façon, c'est P égale 2, voilà, il n'y a pas grand-chose. Donc, des carrés, il y en a P-1 sur 2. Donc déjà, on sait que les carrés sont déjà de signature 1. Donc le noyau, ici, va contenir, le noyau de ce morphisme composé, va contenir les carrés. Donc maintenant, comme on va avoir donc les carrés que j'appelle K, donc c'est un sous-groupe ici, hein, du groupe multiplicatif Z sur PZ étoile, c'est inclus dans le caire de ce que je vais appeler psi, ici. Maintenant, comme il est d'indice 2, d'accord, puisqu'il est de cardinal P-1 sur 2, bah, soit le morphisme est trivial, et dans ce cas-là, le noyau, bah, c'est tout, soit le morphisme n'est pas trivial, et dans ce cas-là, il a le bon cardinal, et on va avoir égalité. Il suffit de montrer maintenant que le morphisme ici, ce morphisme n'est pas trivial. Donc si j'arrive à montrer que psi non trivial, alors je vais avoir que ker de psi est égal à, en cardinal, à P-1 sur 2, et c'est exactement le nombre de carrés, donc K égale ker de psi. Ce qui voudra dire que si psi est non trivial, alors les carrés seront de signature 1, et les non-carrés seront de signature automatiquement moins 1, parce qu'ils ne seront pas dans le noyau. Mais on sait que Z sur PZ étoile est cyclique, donc il possède un générateur oméga. Et comme c'est un générateur, ça veut dire que mu oméga, comme c'est cyclique, il va envoyer 1 fois oméga, ça fait oméga, oméga il va l'envoyer sur oméga 2, etc. jusqu'à oméga, ben P-2, et ensuite, ici, il va reboucler. Ça veut dire que mu oméga est un P-1 cycle. Donc, sa signature, bah, la signature de mu oméga, c'est moins 1 puissance P-1 moins 1. Voilà. Il faut connaître la signature d'un cycle, hein, d'accord? C'est moins 1 puissance sa longueur moins 1. Et donc ça fait, bah, ça fait moins 1 parce que P est impair. Voilà, donc ça veut dire que psi est non trivial. Et donc on a gagné. Voilà, celui-ci est un peu dur, mais il est intéressant quand même. Hein. Lemme de Zolotarev, vous pouvez le voir dans mon carnet de voyage en Algébrie. Et voilà, on va terminer sur cette petite séance de questions. Ensuite, on va passer donc au développement hein, sur cette leçon, et là, il y en a pléthore. Bonjour, alors aujourd'hui on va voir quelques développements, toujours dans le cadre de la leçon 105, 102 pour les internes, 105 pour les externes, sur le groupe de permutation
d'un ensemble fini et application, et puis il y a un titre équivalent pour les internes. Bien, alors les développements, il y en a il y en a pour tous les goûts, on va dire. Je vais commencer par le plus classique. Là, ici, ça va être vraiment une série de grands classiques. Et bien sûr, le classique des classiques, c'est que AN est simple pour n différent de 4. Voilà. Celui-ci, il est technique. Faut faire attention. Il est un peu ingrat quand même, parce que un jury l'a vu un certain nombre de fois. Donc, faut faire attention aussi à ce genre de choses pas très originales, où il y a une difficulté réelle d'exécution, parce que c'est technique, mais pas une difficulté ressentie par le jury, parce qu'il l'a vu plusieurs fois, puis au bout d'un moment, à force de le voir, on a l'impression que c'est très simple, c'est le cas de dire, mais bon, voilà, AN est simple pour n différent de 4. Bon, d'abord, faut quand même, quand on aborde ce sujet-là, faut savoir l'impact que ça a eu dans les mathématiques, et entre autres pour la résolution des équations par radicaux, à l'époque de Galois, Abel. Ici, AN est simple, ça va se démontrer, on prend un groupe G qui est distingué dans AN, G non trivial, d'accord, différent du groupe trivial, et il faut montrer qu'il existe un petit g dans grand G, tel que G est un 3 cycles. Voilà. Alors, pourquoi ça suffit? Alors, c'est parce que AN est engendré par les 3 cycles, d'accord? Voilà. Et que les 3 cycles sont tous conjugués. Et attention, il faut bien insister, AN conjugué. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important parce que, bon, une fois qu'on aura fait le cas trivial, n égale 2, n égale 3, on va passer directement à n égale 5. Et ici, il va y avoir une justification qu'on a commencé à 5. Que ce 5, qui est bien connu dans le problème de résolution d'une équation par radicaux, comment il apparaît? Eh bien, c'est que on sait que les 3 cycles sont tous Sn conjugués. 2 permutations sont conjuguées seulement si elles ont les mêmes longueurs de cycles dans la décomposition en cycles disjoints. Donc ça, c'est super important. Donc les 3 cycles sont tous Sn conjugués, mais il faut montrer qu'ils sont AN conjugués. Si on a sigma qui envoie un 3 cycles IJK sur un autre 3 cycles I', J', K', et si sigma n'est pas dans AN, alors on peut mettre ici, on peut ajouter ici un RS, d'accord? RS différent de IJK, et ici donc ça va faire RS-1 qui va se mettre là, et ça va rien changer ici, parce que RS et S sont différents de IJK, donc ça va commuter, et donc ça va faire qu'on aura un élément de AN, puisqu'on a multiplié par une transposition, quelque chose qui était déjà de signature -1. Donc on est bien dans AN, et cette formule est encore valable. Donc vous voyez la nécessité d'avoir 5, parce que 5 c'est 3 plus 2. Voilà, donc là le mot est lâché, 5 est égal à 3 plus 2, donc tous les 3 cycles sont conjugués pour AN, dans AN. Et ce qui va se passer, c'est que à partir du moment où on aura un 3 cycles, on aura tous les 3 cycles, parce que G est distingué, et tous les 3 cycles engendrent AN, donc G sera égal à AN. Voilà le truc. Mais maintenant, comment obtenir un 3 cycles? Alors là, c'est toujours pareil, l'astuce, c'est ce qu'on appelle l'ajout d'invariants. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un élément qui n'est pas neutre, on ajoute des invariants, Regardez la preuve de SON simple pour n impair, vous allez voir, c'est exactement le même genre de preuve. La preuve, c'est un ajout d'invariants, c'est-à-dire
on va partir d'un sigma dans G, qui est non neutre, et on va supposer que ce n'est pas un 3 cycles. Voilà. Et à partir du moment où c'est pas un 3 cycles, on va créer un commutateur par un certain taux. Donc on va mettre taux, sigma, taux moins 1, sigma moins 1, de sorte à ce qu'il y ait moins d'invariants tant que c'est pas un 3 cycles. Voilà. On dit que on a au moins 3 éléments qui sont non invariants. Il ne peut pas y en avoir que 2. D'accord ? Donc au moins 3. S'il n'y en a que 3, c'est un 3 cycles. S'il y en a un quatrième, ça ne peut pas être un 4 cycles, donc forcément il y en a un cinquième. Et on va prendre taux égale KRS. De sorte, on suppose que I est envoyé sur J. Si I est envoyé sur J, J forcément fait partie aussi de la liste des non-invariants, parce que J ne peut pas aller vers J, puisque c'est déjà I qui va vers J. Et donc ce que j'écris ici, c'est les non-invariants. Si j'en ai pas 3, alors directement, je sais que j'en ai au moins 5. Et je vais prendre I qui va vers J, d'accord, et je conjugue par KRS, et j'obtiens un élément qui est bien dans G, parce que ça, c'est dans G, ça, c'est dans G aussi, donc le produit est dans G, d'accord, parce que c'est un sous-groupe qui est distingué, et on vérifie que lui stabilise I, donc il y a moins d'invariants, et que les invariants, évidemment, de sigma restent invariants. D'accord ? Donc on a strictement moins d'invariants, et on arrive petit à petit au nombre minimal d'invariants, qui est le 3 cycles. Alors il y a des cas à faire, il y a des choses, c'est un peu technique, mais pourquoi pas, c'est un joli développement pour la communauté mathématique. En tout cas, c'est quelque chose qui est important dans l'histoire. Ensuite, le groupe des isométries du tétraèdre, bon, c'est S4, alors on prend un tétraèdre régulier dans l'espace, affine euclidien, et on dit que le groupe, si je l'appelle G, qui fixe le tétraèdre régulier, ici, doit fixer les sommets. Donc il y a un passage un peu technique basé sur la notion de barycentre, et du coup, il fixe globalement l'ensemble des sommets, ce qui fait que G agit sur les 4 sommets, donc on a un morphisme entre G et S4. À partir de là, les choses sont assez claires. Le noyau de ce morphisme, c'est les gens ici, les isométries, qui fixent point par point les 4 sommets. Donc ça fixe un repère, donc par le théorème fondamental, c'est l'identité. Donc on a une injection, et pour la surjection, on se sert du fait que S4 est engendré par les transpositions, et il suffit de voir comment les transpositions se réalisent comme des isométries, ici, et ça va se réaliser, par exemple, si on veut échanger ces deux-là et fixer ces deux-là, si on échange ces deux-là, ça veut dire qu'on fixe le milieu, et ce que je suis en train de faire, si je les appelle 1, 2, 3, 4, je suis en train de réaliser la transposition 1, 2 dans G, et là je vais avoir un plan ici, d'accord, je vais avoir un plan, et la symétrie par rapport à ce plan, la symétrie orthogonale, on vérifie qu'elle est bien, c'est bien une isométrie du tétraèdre régulier. Donc comme on a un système de générateur dans l'image, on va avoir un isomorphisme, et ce qui nous permet on a le temps dans le développement de parler d'un certain dictionnaire. Ça dépend du temps qu'on a consacré à la partie barycentrique, qui est un peu technique de géométrie affine. Voilà pour le groupe des isométries du tétraèdre. Vous pouvez le trouver dans Nouvelle Histoire helléniste, groupe et de géométrie, le tome 2, chapitre 12. Enfin, A5 est le seul groupe simple d'ordre 60, un grand classique que vous allez trouver dans le Perrin, que vous allez trouver dans le Rombaldi, etc., dans plein de choses, le Spire-Glace. Bon,
Alors, c'est un grand classique, j'en ai déjà parlé pour la leçon 101 récemment, dans les développements, donc je vais pas détailler. En tout cas, il a un bon placement, et surtout, faites attention, il faut connaître les silos. Il n'y a pas beaucoup de preuves, en tout cas dans les livres, qui n'utilisent pas le fait que un groupe simple d'ordre 60 a forcément 5 silos. Si vous ne maîtrisez pas les silos, passez votre chemin. Parce que là, on va avoir toute une histoire assez jolie, où notre groupe simple d'ordre 60 va être petit à petit, va s'injecter dans S6, puis s'injecter dans A6, parce qu'il est simple, puis il va s'injecter dans le groupe A6 quotienté par son propre, par lui-même, par action à gauche, et puis, comme il va stabiliser un élément de lui, la classe de l'élément neutre, il va s'injecter dans S5, et il va s'injecter à la fin dans A5. Donc c'est vraiment une très jolie histoire, qui utilise les groupes dérivés et tout. Donc, mais si vous ne connaissez pas les silos, là ça risque d'être très très gênant de parler de ça. Voilà, on va voir maintenant une autre série de développements, peut-être un peu moins classique. Alors, il y a les isomorphismes exceptionnels qu'on peut trouver dans Carnet de voyage en algébrie. Alors, PSL2 de F5 est isomorphe à A5. Alors, ça n'étonnera pas la personne qui sait que ce groupe-là, ici, est simple. C'est le groupe SL2 de F5, quotienté par son centre, ici, c'est-à-dire par ses homothéties. Ça c'est simple, et qu'il est d'ordre 60, et que le seul groupe simple d'ordre 60 c'est A5. Bon, ça bien sûr. Mais sinon il y a une façon assez élégante de le faire, en disant que SL2 de F5 agit sur les droites, d'accord, les droites vectorielles du plan sur F5, et des droites on en compte 6, c'est-à-dire 5 plus 1, et donc on passe au quotient, parce que les homothéties, elles agissent trivialement sur les droites, donc on passe au quotient, et du coup, on va s'envoyer sur S6, et on arrive à montrer que, après une grande aventure, qu'on peut restreindre ceci à A5, comme dans l'autre, un petit peu comme dans le développement précédent sur les groupes simples d'ordre 60. Voilà. Pour ceux qui ont besoin d'un peu plus d'adrénaline, dans le tome 2 de H2G2, cette fois-ci, pas de nouvelles histoires, les histoires, il est de 2015, dans tome 2, chapitre 12, on a mis des trucs un peu plus exotiques encore, comme du style PSL2 de F9 est isomorphe à A6, et GL4 de F2 est isomorphe à A8. Donc c'est toujours des isomorphismes exceptionnels, et aussi ceux-là il faut les regarder avec un petit peu le recul de l'histoire des maths, c'est-à-dire que au moment de la classification des groupes simples, il y avait des séries, comme par exemple la série des AN pour n différent de 4, la série des PSLN de FP pour NP différent de 2 et de 3, et c'était des séries de simples, mais il y avait dans ces séries des isomorphismes. Il y avait des groupes simples qui appartenaient à des séries différentes et qui étaient pourtant isomorphes, donc il fallait quand même le noter, d'autant plus que c'est intéressant parce que ces isomorphismes exceptionnels nous font basculer d'un certain problème, par exemple ici combinatoire, vers un problème plutôt géométrique, qui tient de la géométrie finie. Voilà, donc ce genre de basculement peut ouvrir à des solutions, parce qu'un problème qu'on aurait ici et qui serait difficile à résoudre peut devenir plus simple, mais on ne va pas revenir sur cette magnifique ouverture de l'algèbre qui défie les frontières.
Voilà. Autre chose, Frobenius Zolotarev. Alors ça aussi j'en ai déjà parlé. Tout ça en fait, il y a beaucoup de développement en commun entre cette leçon-là puis la leçon sur les actions de groupe. Vous remarquerez, c'est normal. C'est que le symbole de Legendre de 2p c'est moins 1 puissance p2 moins 1 sur 8 quand p est un premier impair. Alors pourquoi? Bon, j'en avais aussi un peu parlé dans la leçon 101. Ici, on regarde le morphisme de Z, du groupe multiplicatif Z sur PZ étoile dans les permutations de Z sur PZ étoile, c'est-à-dire SP-1, moralement, qui à A donne le morphisme de multiplication par A. Comme A est inversible, la multiplication est une bijection de Z sur PZ étoile dans lui-même, donc il permute, et on regarde la signature de cette permutation. Donc pour A égale 2, c'est très facile de calculer la signature de cette permutation en regardant son nombre d'inversions. Bon, c'est très facile, ça prend quand même la tête, il faut y réfléchir un moment, c'est un peu technique, mais c'est quand même pas difficile. Voilà. Et en fait, on arrive à montrer que cette signature est égale au symbole de Legendre par le fait que Z sur PZ étoile est cyclique et finalement des morphismes surjectifs de là vers là, donc lui il est cyclique d'ordre pair, et des morphismes de là vers là, il y a le trivial et il y a le surjectif, il n'y en a que deux, donc ils sont forcément égaux. Au final, pour A égale 2, on compte P puissance 2 moins 1 sur 8 inversion, à la permutation M2 finalement, et donc ça nous fait cette égalité, elle tombe vraiment de façon très très élégante. Zolotarev avait tenté de se faire respecter en mathématiques en trouvant une nouvelle preuve de la loi de réciprocité quadratique, et il s'en est sorti brillamment avec ce genre de considération. Voilà. Ensuite, le lemme de Brouwer, très joli, c'est que, on se doute que si sigma et sigma prime sont Sn conjugués, alors les matrices de permutation P sigma et P sigma prime sont GLN conjuguées. C'est normal, puisque quand on va écrire, si elles sont conjuguées par taux, on va écrire P taux, P sigma, ça c'est la matrice de permutation, de la permutation sigma ou du taux, et là, moins 1, ça va être égal, parce que sigma donne P sigma, c'est un morphisme de groupe, taux sigma, taux moins 1, et donc c'est P sigma prime. Donc dans ce cas-là, c'est très facile. Mais dans l'autre sens, si il existe un élément de GLN qui les conjugue, ces deux matrices, est-ce que sigma et sigma prime sont conjugués dans Sn? Alors ça, c'est vraiment un problème qui est aussi au cœur de la leçon, les classes de conjugaison. À partir d'invariants de similitude, il faut retrouver mi de sigma, c'est-à-dire le nombre de cycles de longueur i dans sigma. Alors, on va essayer de tirer ceci de la classe de conjugaison. Donc on va prendre des invariants ici, et on prend, entre autres, la trace des P sigma exposant J. Ça va être un invariant, et c'est égal à la trace des P sigma exposant J comme ceci. Donc, ça nous donne le nombre Lj égal de sigma. C'est le nombre d'invariants, parce que la trace d'une matrice de permutation, on sait que c'est son nombre d'invariants, donc c'est le nombre d'invariants de sigma j. Voilà. Et donc, on peut regarder maintenant, à partir de là, si on ne peut pas récupérer les mi de sigma à partir des lj de sigma. Et en fait, on a une formule qui nous donne facilement que lj de sigma, c'est égal à la somme pour i
avec, bon, on va mettre 1 si I divise J, donc on prend que finalement les diviseurs, fois MI de sigma. Et donc, on peut récupérer, grâce à un système triangulaire, les MI de sigma à partir des LJ de sigma. Alors, le seul problème, c'est que on est obligé d'être en caractéristique 0. Pourquoi? Parce qu'en caractéristique nulle, quand on obtient la trace, c'est un élément du corps. Donc, quand on obtient la trace, on a vraiment les LJ de sigma. Sinon, on les a modulo P, si on est en caractéristique P. Donc, on ne sait pas exactement qui sont les LJ de sigma, sinon modulo P, quand on est en caractéristique P. Donc ça demande de la caractéristique 0 pour être sûr de combien valent les LJ de sigma, c'est-à-dire la trace. La trace, on sait combien elle vaut, mais c'est le nombre d'invariants, mais modulo P, ici. Voilà, alors en caractéristique 0, c'est une vraie égalité. Voilà, donc ça c'est quelque chose quand même d'intéressant. Maintenant, il y a une variante un petit peu plus difficile, où on peut généraliser à la caractéristique quelconque. Alors comment on fait? Ben, on appelle CI de sigma le nombre de cycles à support disjoint dans sigma. Et ce qu'on sait, c'est que CI de sigma, alors maintenant il faut faire le lien entre Sn et GLN, c'est que ça, c'est assez facile à démontrer, c'est la dimension du sous-espace propre de P sigma pour la valeur propre 1. Voilà. En fait, à chaque fois qu'on a un cycle, dans la décomposition en cycle à support disjoint, je compte aussi les invariants. Quand je vais faire la somme des vecteurs de la base canonique correspondant aux éléments du cycle, ça va créer globalement un invariant. D'accord, si vous avez un cycle 1, 2, 3, vous faites E1 plus E2 plus E3, et ben, il va être envoyé par P sigma, E1 va être envoyé sur E2, E2 sur E3, E3 sur E1, et globalement, on va avoir un invariant. Voilà. Donc, c'est ceci, et on arrive à montrer. Donc maintenant, est-ce qu'on arrive à obtenir le nombre de cycles de MJ, sigma? Eh bien, il y a une formule qu'on arrive à démontrer, c'est que MJ de sigma, c'est égal à la somme, indice I, de I PGCD de IJ, CJI, de sigma. Voilà. Donc, ce qu'on arrive à montrer, c'est que CI de sigma, c'est égal à la somme pour J allant de 1 à N, de PGCD de IJ, MJ de sigma. Donc, je peux récupérer les MJ de sigma. Alors, cette fois-ci, ça, c'est une vraie formule. On est en caractéristique 0. Disons, on est dans Z, on est dans R, on est dans Q, on est dans ce que vous voulez. On peut récupérer, parce que j'ai pris des dimensions, j'ai pas pris des traces, donc là, c'est du vrai. Ce que vous voyez, c'est exactement ce que vous avez. What you see is what you get. Et donc, MJ de sigma, on peut le récupérer si on inverse cette matrice. Après, il faut montrer que la matrice des PGCD, comme ça, c'est une matrice inversible. Et cette matrice, c'est une matrice symétrique réelle, et avec une méthode de Gauss, d'obtenir sa signature, et de voir que, en fait, elle est tout à fait inversible, et donc on peut récupérer MJ de sigma en fonction de ça. Et en fait, globalement, c'est très joli, parce qu'on récupère des invariants totaux de similitude pour Sn, grâce à des invariants partiels, cette dimension là ici, qui a un invariant de similitude, d'accord, quand on va prendre quelque chose de similaire, on va avoir la même dimension des sous-espaces propres, et bien à partir d'un invariant partiel de similitude ici. C'est vraiment quelque chose d'assez élégant que vous pouvez trouver, parce que donc j'en profite
pour vous montrer le dernier bébé, carnet de voyage en Algérie, où il y a ce développement, la nouvelle édition revue et enrichie. Et oui, pour voyager librement dans l'espace Schengen de l'algèbre. Allez, bon courage à tous.